Voilà. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette audition de la Commission parlementaire et citoyenne sur les aides publiques au privé. Donc pour rappel, c'est une commission qu'on a mis en place fin 2021 pour travailler cette question des aides publiques aux entreprises, celles débloquées à l'occasion de la pandémie de Covid, mais celles qui existaient avant, et comprendre pourquoi il n'y a aucune transparence et aucune condition, qu'elle soit d'ordre fiscal, environnemental ou social sur ces aides et quelles conditions pourraient être introduites et comprendre à quoi elles servent et à quoi, quelle est leur efficacité ou non, et porter des propositions dans le cadre des prochaines échéances présidentielles mais aussi législatives, sous la forme d'un livre blanc qu'on doit publier dans quelques semaines. Donc cette audition, elle regroupe des parlementaires, donc c'est pas une commission officielle, c'est une commission parlementaire et citoyenne. Elle regroupe des parlementaires, donc les députés Mathilde Panot, Émilie Cariou, Christine Pires-Beaune et Elsa Fossillon, et la sénatrice qui est avec nous, Sophie Tallier-Polian. Des universitaires, dont Nadine Levrato, et des personnalités de la société civile, et notamment nous, l'Observatoire des multinationales, Maxime Coumbe et moi-même, qui sommes un peu les secrétaires de cette commission, Élise Van Beneden et ses collègues d'Anticor, Arnaud Schwartz de France Nature Environnement, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc voilà, pour présenter cette commission. Donc c'est la, si je ne me trompe pas, c'est la 7e audition ou la 6e, j'ai un peu perdu le fil, comme on a eu, malheureusement on a été assez impacté par le Covid, etc. Et donc cette audition aujourd'hui sera consacrée aux deux sujets centraux un peu qui sont sortis dans le débat public à l'occasion de la pandémie. Le premier, c'est évidemment la question de la santé et du médicament. Donc, avec Jérôme Martin de l'Observatoire de la transparence sur les prix des médicaments, on va un peu parler à la fois du travail de ce qu'ils ont fait sur les fonds publics qui alimentent un peu l'industrie pharmaceutique à plusieurs niveaux, de manière générale. Et plus récemment, ils ont aussi travaillé sur la relocalisation de l'industrie pharmaceutique et qu'est-ce que donc le gouvernement français au niveau européen exactement, des mesures sont annoncées pour soutenir la relocalisation de l'industrie pharmaceutique. Donc je pense qu'il va nous dire aussi ce qu'on peut en penser, ce qui pourrait être fait dans ce domaine, et un peu dans la problématique qui est celle de cette commission, la transparence de ces aides, qui est vraiment le sujet de leur observatoire, et quel type de conditions pourraient être introduites pour s'assurer que ces aides publiques servent effectivement à ce à quoi elles sont censées servir. Et dans un deuxième temps, on aura Quentin Parinello de Oxfam, qui va nous parler de l'autre sujet qui est sans même sorti à l'occasion de cette pandémie il y a 2 ans maintenant, sur le monde d'après et quel type de conditions sociales et environnementales pourraient être associées aux aides publiques, notamment celles qui ont été mises en place depuis le début de la pandémie, et un peu pourquoi il va nous raconter ce qu'ils ont essayé en lien avec des parlementaires de convaincre le gouvernement de faire, et pourquoi ça a échoué et quelles propositions il porte aujourd'hui. Donc il doit nous rejoindre vers 15h, je pense, Quentin, donc on pourra enchaîner tranquillement avec lui. Et donc, je vous propose de commencer sans plus tarder avec Jérôme. Donc, on va utiliser un peu le même format que d'habitude, sauf que cette fois, on va séparer en 2 sessions. Donc, une session où Jérôme va un peu nous expliquer la substantielle, l'essence de leur travail et des conclusions, de comment ils voient la question des aides publiques au secteur pharmaceutique. Et ensuite, on pourra avoir un temps assez conséquent, autant que nécessaire, de questions-réponses avant de passer à l'intervention de Quentin Parinello. Donc, Jérôme, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je vous prie d'excuser, surtout Pauline Londex vous prie d'excuser son absence. Donc, les horaires, ça a été un peu compliqué de trouver un créneau puisque les horaires étaient un peu incompatibles avec nos emplois. Et donc, elle ne pourra pas participer à cette audition et elle le regrette beaucoup. Donc, c'est avec elle, Pauline Londex, qu'on a fondé l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, OTMED, en juin 2019. Cela faisait suite à une résolution qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée mondiale de la santé, donc la réunion des États membres souverains de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, en mai 2019. Cette résolution impliquait que les États fassent le maximum de transparence sur les aides publiques reçues
par les industriels afin de participer à l'élaboration rationnelle, à la fixation, la négociation rationnelle de prix. Donc nous, Pauline et moi, on s'est connus à Act Up Paris dans les années 2000. Moi, j'y étais président, elle a été vice-présidente. On a beaucoup travaillé sur les questions internationales, donc sur l'accès aux traitements contre le VIH, les hépatites virales, la tuberculose, dans les pays pauvres, dans les pays du Sud, où on a immédiatement travaillé sur la question du brevet, du générique. Et puis, donc, on a décidé de fonder au lendemain du vote de la résolution, où on s'était mobilisé de façon informelle pour faire en sorte que la France soutienne cette résolution, puisqu'au départ, la France voulait s'y opposer. Et en fait, le changement d'avis de la France a fait un peu un effet domino, ce qui fait que la résolution a pu être votée. Et on s'est dit qu'après avoir travaillé comme ça, il fallait faire quelque chose de façon à s'assurer qu'une résolution, c'est très bien, hein, mais ça reste du symbolique, qu'elle soit retranscrite dans le droit, notamment dans le droit français. Et donc, de transposer toute l'expertise qu'on avait pu acquérir avec ACT UP, ou dans le cas de Pauline, avec le travail qu'elle fait de consultante auprès d'ONG sur les questions d'accès au traitement, consultante individuelle, hein, pas pour un cabinet d'audit. Donc, sur les questions d'accès au traitement, voilà, et en faisant valoir notre expertise, en nous appuyant sur un réseau interdisciplinaire, puisque pour nous, c'est très, très important de faire se rencontrer la pharmacologie, l'économie, le juridique, le droit sur la propriété intellectuelle, la politique, évidemment, la sociologie, quand il est question d'adhésion vaccinale, par exemple. Voilà, enfin, de faire croiser toutes les disciplines de façon à produire un discours qui comble un manque dans les débats, notamment en France, sur l'ensemble de ces questions. Puisque c'est en fait, comme dans beaucoup de secteurs d'académie, mais tout particulièrement dans le médicament, c'est l'opacité qui caractérise le secteur, qui a été particulièrement renforcée par la directive secret des affaires, transposée dans le droit français par une loi il y a 3 ans maintenant, qui empêche de pouvoir avoir une idée très précise de tout ce qui se passe sur la chaîne du médicament. Ça concerne les aspects économiques, mais ça concerne aussi les aspects médicaux et scientifiques. Puisque c'est très difficile d'avoir accès, par exemple, au protocole des essais. Souvenez-vous, l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an, en novembre 2020, quand on a commencé à voir les premiers résultats des vaccins Pfizer, Moderna, les médias, les journalistes ont travaillé sur des communiqués de presse de l'industrie, ce qui était la première fois qu'on voyait ça, où on nous annonçait 90% de succès, 94%, sans qu'on sache en fait comment ce chiffre était produit derrière. Et donc, il fallait vraiment aller creuser un petit peu pour bien voir qu'il ne s'agissait pas d'une efficacité dans la prévention même de l'infection, mais dans sa prévention des formes graves. Voilà, autant de choses qui auraient été intéressantes, qui soient débattues peut-être avant, et notamment avant le lancement de la campagne, ce qui a été rarement le cas. Quand même, je donnais cet exemple pour montrer que l'opacité, ce n'était pas que les questions économiques. En fait, les aides publiques, ce qui caractérise la chaîne du médicament, c'est en fait un contexte d'explosion du prix des médicaments. Donc, voilà, je vais passer par là, je vais passer par ce détour avant de vous parler des aides publiques en tant que telles. Une explosion. On était à quelques milliers d'euros pour des nouveautés contre le VIH il y a 22 ans. On est arrivé à 40 000, 50 000 euros pour un traitement contre l'hépatite C en 2013-2014 en France. On arrive à des centaines de milliers d'euros pour des traitements individualisés contre le cancer. Et on est arrivé il y a 2 ans à 2 millions d'euros pour une thérapie antigénique. Voilà. Alors même que très souvent, là, dans le cas de cette thérapie génique, le Zolgensma, ça a été financé par l'INSERM, enfin, ça a été recherché par l'INSERM ou financé par l'argent défiscalisé du Téléthon, donc de l'aide publique ou de l'aide semi-publique. L'autre grand contexte à voir, c'est l'explosion des pénuries de médicaments sur des médicaments essentiels. C'est important sur la question de la relocalisation de l'industrie pharmaceutique, notamment, puisque c'est les pénuries qu'on a connues, donc il y a une explosion totale des pénuries, une multiplication par 10 depuis 10 ans, et notamment depuis 2017. Je reviendrai un peu sur les causes, mais dans ce contexte, la question de la relocalisation de l'industrie pharmaceutique, elle se joue, mais ce qui se joue aussi, c'est quel type de relocalisation.
et une relocalisation qui garantit, comme c'est voulu actuellement par l'actuel gouvernement et par beaucoup d'acteurs politiques ou économiques, qui garantit donc la relocalisation uniquement en défiscalisant, en donnant de nouvelles aides, ne répondra pas aux problèmes actuels des pénuries qu'on rencontre. Le dernier point de contexte qu'il faut que vous ayez en tête, c'est le cadre du brevet, puisque le médicament est un bien marchand qui relève même s'il est reconnu par l'OMS comme bien tutélaire, sa régulation au niveau international relève de la propriété intellectuelle, donc de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et surtout de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc le brevet conférant un monopole, une exclusivité d'utilisation à son détenteur pour 20 ans. Et c'est peut-être ça la première forme de soutien, c'est un contexte politique, un cadre politique qui autorise un tel monopole, alors qu'en fait, la légitimité de ce monopole et la légitimité du brevet, du système même, est très questionnable. Donc la question du brevet, elle est très très connue. Pour ceux qui avaient suivi la lutte contre le sida depuis 20-25 ans, c'était quand même un des grands moteurs dans les pays du Sud, l'accès au générique. Une grande part de ce qu'on entend aujourd'hui dans les débats publics vient des mouvements pour l'accès portés par les sociétés civiles des pays du Sud, les scientifiques, juristes, malades du sida, malades des hépatites, usagers de drogue en Thaïlande, en Inde, etc. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que ce brevet il est entouré de toute une série de clauses qui garantissent encore un peu plus le monopole. C'est le cas, par exemple, de l'exclusivité des données, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui protège, qui garantit le secret des données cliniques, qui va faire que même quand vous avez le droit, au bout de 20 ans, de produire ou d'importer des génériques, en fait, le détenteur du générique, le génériqueur, est obligé de passer par de nouveaux essais cliniques dans le pays, dans un pays comme la France, par exemple, tout simplement parce qu'il ne pourra pas donner à l'agence du médicament, comparer ses propres résultats avec ceux des essais cliniques, puisqu'ils seront encore tenus sous le secret. Donc là encore, on a un effet du système qui fait qu'au-delà du brevet, on a un monopole qui est maintenu et donc des prix, et comme vous l'avez vu pour les nouveautés thérapeutiques, des prix de plus en plus délirants. Dans tout ce contexte-là, il faut aussi évoquer la question du manque de volonté politique de nos dirigeants. Si je m'en tiens encore à la France, par exemple, le médicament contre l'hépatite C dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était proposé à 50 000 €, la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, a refusé d'émettre ce qu'on appelle une licence d'office, donc une mesure nationale parfaitement légale et facile en droit, auquel elle avait parfaitement le droit de recourir, sous prétexte, a-t-elle dit devant l'Assemblée nationale, de ne pas entretenir de relations difficiles avec le laboratoire qui était en l'occurrence Gilead. Tout ce qui se passe autour de la levée des brevets et du refus de la Commission européenne, notamment d'Emmanuel Macron, de lever les brevets sur toutes les technologies Covid auprès de l'OMC, montre bien aussi qu'on est beaucoup plus enclin, notamment en Europe, à défendre notre industrie et les actionnaires de cette industrie, plutôt qu'à défendre effectivement le droit à la santé. Et puis un dernier point de ce contexte qui favorise ces aides et qui est en tant que tel une forme de soutien, c'est l'opacité sur les contrats dont les parlementaires européens ont pu faire les frais, par exemple, qui nous empêchent de savoir dans quelles conditions on a payé avec l'argent public. Tout ça. Si on fait maintenant le tour un peu de toutes les aides publiques qui sont reçues par l'industrie, on se rend compte que ça pose problème autour de la légitimité du brevet, puisque le brevet suppose, et est censé récompenser une prise de risque et un investissement. Or, l'exemple que je vous ai donné du Zolgensma, cette thérapie génique, montre bien qu'on en arrive à 2 millions d'euros, un traitement pour quelque chose qui a été payé par de l'argent public ou semi-public. Les vaccins Covid, dont je vous donnerai d'autres exemples, montrent bien que l'argent public a été partout et massif. L'insuline, qui est une molécule dont on a fêté les 100 ans l'année dernière, qui a été vendue 1 € par ses découvreurs pour en faire un cadeau pour l'humanité, est aujourd'hui brevetée. Alors bien sûr, il y a eu des évolutions depuis, mais est-ce que l'argent réellement investi représente une prise de risque pour les laboratoires qui sont détenteurs et justifie les prix qui provoquent des dégâts sanitaires absolument terrifiants dans les pays pauvres, mais aussi dans un pays riche comme les États-Unis, où c'est devenu le premier scandale sanitaire avec les opioïdes. Et puis encore un dernier exemple, pour parler aussi des outils diagnostiques. Vous avez l'exemple du FibroScan, qui était un outil d'évaluation de la fibrose non invasif,
donc qui évitait de faire une biopsie, donc une intervention chirurgicale sous anesthésie locale, qui a été développé par des opérateurs publics, grâce à l'argent d'opérateurs publics, APHP, INSERM, ANRS, et qui se retrouve aujourd'hui breveté par le biais d'une start-up et revendu et payé par l'argent public. De plus, il faut tenir compte de la financiarisation et de l'externalisation de la recherche, c'est-à-dire qu'un brevet étant voilà, la récompense d'une prise de risque, est-ce que Sanofi a vraiment pris est-ce que par exemple Gilead a vraiment pris un risque en rachetant à une start-up le brevet et donc le monopole d'exploitation du Solvaldi, cette thérapie contre l'hépatite C. La réponse est non, puisque le jour même de l'annonce de ce rachat et du fait qu'on savait que le Sovaldi allait être un traitement qui était très, très attendu, en fait, l'investissement de Gilead a été immédiatement remboursé par la hausse de l'action. Et donc, le phénomène de concentration de toutes les multinationales, de les grands groupes de super spécialisation aussi sur quelques domaines thérapeutiques précis, a fait que le modèle de recherche qui est devenu, c'est celui d'un grand filet de pêche qu'on jette. On ramasse les startups qui semblent intéressantes. Voilà, et donc une forme d'externalisation de la recherche qui pose la question du prise de risque et la question de la légitimité du système des brevets dans ce cadre-là. Donc cette légitimité, comme je vous l'ai dit, les aides publiques sont partout. On oublie très souvent de penser que la recherche fondamentale, c'est une forme de soutien. L'exemple du Téléthon le montre, hein, c'est une forme de soutien à la recherche fondamentale. SIDAction aussi finance beaucoup de recherche fondamentale qui, quelques années plus tard, alors très souvent 10 ans, 15 ans, il faut voir, mais aboutissent à des choses qui sont exploitées. Il y a en avril 2022 une étude qui est sortie aux États-Unis qui a montré que le NIH américain, donc l'argent public américain, avait donné 20 milliards de dollars pour financer des recherches fondamentales qui ont pu être utilisées par les laboratoires développant des vaccins ARN début 2020. 17,2 milliards de dollars en 20 ans. Il y a ensuite l'aide à la recherche directe, donc au-delà de la recherche fondamentale, ce que l'on donne, voilà, donc on peut citer le crédit impôt recherche pour Sanofi, ça a été 1,5 milliard d'euros en 10 ans. Et en 10 ans, Sanofi, en France, a supprimé près de 300 emplois, 300 postes de recherche et abandonné des pans entiers de recherche comme Alzheimer, comme la recherche sur les résistances aux antibiotiques, qui est quand même le gros sujet de santé publique à venir, la grande crise à venir. Et parmi ces pans de recherche qui ont été abandonnés, notamment, puisque je sais que ça intéressera peut-être la parlementaire parmi nous, sur les conseils du cabinet d'audit Sitwell, si j'ai bien fait mes recherches. Donc le même Sitwell qui a ensuite conseillé le gouvernement il y a 2 ans sur la question de certains manques de pénurie. C'est sur ces conseils de ce cabinet d'audit que Sanofi a abandonné la recherche sur la famille des coronavirus, puisque Sanofi était en train de chercher des produits type vaccins ou antiviraux sur la famille générale des coronavirus et a abandonné ça il y a 6-7 ans, parce que ce n'était pas assez rentable à court terme. Bon, je vais très vite parce que j'ai déjà arrivé le temps, la femme, et je vais pouvoir développer après dans les questions. Il y a aussi des aides à la production. Pensons à l'appel d'offres de 300 millions d'euros lancé par la ministre Agnès Pannier-Runacher l'année dernière pour trouver des sous-traitants en France pour produire les vaccins ARN, avec notamment de l'aide qui a dû être donnée, alors on n'a pas les contrats, on n'arrive pas à voir, mais qui a dû être donnée pour réouvrir une ligne de production qui avait été fermée quelques années plus tôt par Sanofi. Donc, on repaie publiquement les choix industriels de gens qui ont délocalisé à l'étranger. Et donc, dans ce cadre-là aussi, l'aide à la production, qu'il faut vraiment penser la question de la relocalisation, qui est devenue un mantra. Voilà, la relocalisation est absolument indispensable, mais il est hors de question qu'elle se fasse, comme je l'ai indiqué, selon un modèle de soutien. Si on doit donner de l'argent public, il faut que cette relocalisation prenne des formes publiques. Et comme vous l'avez indiqué, on va publier un rapport normalement mardi prochain, il devrait sortir mardi prochain, sur les enjeux de relocalisation et pour promouvoir un certain nombre de modèles. Il y a le modèle brésilien, par exemple, mais en tout cas, voilà un mode de relocalisation tourné vers les médicaments essentiels et produit avec de l'argent public. Je pourrais vous donner, là, j'ai vu que j'ai dépassé déjà les 15 minutes, donc je vais peut-être vous laisser poser les questions, à moins que j'ai encore un petit peu de temps supplémentaire, je ne sais pas. Oui, vous pouvez prendre encore quelques minutes, Oui. allez-y. Oui.
La fixation, donc on vient ensuite, ces médicaments qu'on a déjà payés très souvent une première fois avec la recherche fondamentale, une deuxième fois avec les divers Z, on les repère encore au moment de la fixation des prix et du remboursement et des taux de remboursement par l'assurance maladie. Et en plus, dans le cas des vaccins, par exemple, ça s'est redoublé d'un système de précommande où on faisait des chèques très souvent en blanc, donc de la trésorerie qui était assurée. On se demande ce qu'ont dû investir des laboratoires pour avoir à produire, vu qu'ils avaient plein d'argent de réserves données par les pouvoirs publics. La fixation du prix elle-même et que le modèle qui est choisi notamment en France n'est pas un modèle rationnel. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte, par exemple, du coût réel de production. On ne tient pas compte du tout des aides publiques qui ont été données. On tient compte d'un critère qui est absolument indispensable, qui s'appelle le service médical rendu, adossé à d'autres indicateurs économiques, qui sont des choses qu'on ne remet pas du tout en question. C'est absolument nécessaire que la Haute Autorité de Santé continue à le faire. Mais par contre, la façon dont c'est pris, toujours pour prendre l'exemple du Sovaldi, ce médicament contre les hépatites, ça va permettre à Gilead de dire « je fixe mon médicament à 50 000 € le traitement parce que ça va vous éviter des hospitalisations, des greffes qui coûtent beaucoup plus cher ». Donc, alors même que ce médicament à 40 000 €, c'est 300 € le coût de production, d'après une étude du pharmacologue Andrew Hill. Donc, le fait même, les modalités de fixation du prix, dans leur opacité et dans le fait qu'on ne tienne pas compte, l'irrationalité est encore une forme de soutien au profit et favorise totalement cette explosion des prix par laquelle j'ai commencé mon intervention. Une autre chose à penser, c'est bien l'évasion fiscale, qui est pour nous une autre forme de soutien et d'aide publique. À partir du moment où on tolère ces pratiques, c'est très compliqué. Donc, 10 milliards d'euros, par exemple, pour Moderna, rien que sur l'Europe, d'après l'association SOMO. Il faut penser ensuite, toujours dans les soutiens publics, à l'indemnisation de victimes d'accidents sanitaires quand ils surviennent. Pour un scandale comme la Dépakine avec Sanofi, où il y a une mobilisation de militantes et militantes comme de Marine Martin extrêmement courageuse, combien d'autres ont dû abandonner et où c'est payé en fait par l'argent public. Et donc, dans ce cadre-là, pour terminer, on voit bien que la résolution transparence, elle a toute sa nécessité et il est absolument nécessaire de se battre pour ça. Nous-mêmes, tout le travail, on a réussi à obtenir un amendement qui, dans son application même, reste très insuffisant, et qui n'est pas encore appliqué. Le décret d'application est sorti en novembre, mais on n'en a pas vu les effets pour le moment. Et le Bureau Europe de l'Organisation mondiale de la santé, l'été dernier, a fait un bilan de l'application de cette résolution, à part en Italie, où il y a eu un décret très, très bien qui est passé. Il n'y a qu'en France, où c'est un tout petit peu bougé, mais pas du tout de façon insuffisante. Et donc, nous, comme outil qu'on propose notamment, qui peuvent vous intéresser sur ça, on a fait, dès notre création, une checklist de la transparence qui liste un certain nombre d'informations qui seraient nécessaires d'avoir pour pouvoir éclairer toutes ces questions. Il y a l'avis numéro 135 qui est paru à l'automne 2020 du Comité consultatif national d'éthique sur l'accès aux nouveautés thérapeutiques qui prône la transparence, qui revient sur les questions liées aux aides publiques. Et ce qu'on demande, c'est évidemment la conditionnalité des aides. C'est possible, par exemple, dans le cas de la négociation des contrats, signé par ça. C'est possible par le biais des négociations par le régulateur public, donc le comité économique des produits de santé, où se joue la négociation des tarifs. Donc, conditionnalité des aides à la transparence, à des prix accessibles. Voilà. Mais au-delà de ça, il est absolument indispensable de repenser intégralement le système de protection intellectuelle, d'en sortir en tout cas la santé et les biens de santé, et de sortir la santé de toute logique marchande. Ce qui ne veut pas dire de toute logique économique, mais en tout cas de toute logique de profit et d'offre et de la demande. Je suis disponible pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Jérôme. Donc effectivement, c'est un tableau assez terrible des différentes formes de modalités de soutien public au secteur, au grand laboratoire pharmaceutique, dont les aides publiques directes ou indirectes ne sont qu'une forme. Effectivement, comme vous l'avez très bien dit, le brevet, le produit monopole sur le brevet, la fixation des prix, tout ça, c'est des formes d'aide aussi. Moi, j'ai quelques questions, mais peut-être que quelqu'un d'autre souhaite intervenir d'abord. Non, je vais me lancer alors. Donc,
En gros, c'est un peu la question, c'est un peu la même qu'on pose à tous nos intervenants. C'est on se veut formuler des propositions. Donc c'est un peu est-ce qu'il y a des modèles ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde? Vous avez évoqué le modèle brésilien. Ça peut être intéressant de savoir un peu de quoi il retourne. Est-ce qu'il y a des modèles justement où des autorités publiques, des gouvernements ont utilisé soit les contrats, soit le fait qu'ils soutenaient la recherche fondamentale qui a donné lieu à des médicaments derrière, pour introduire des conditions? Et est-ce que c'est arrivé, par exemple, que ce soit des conditions qui impliquent, par exemple, quelque chose sur les brevets, ou est-ce que c'est le brevet, c'est quelque chose, par exemple, si on a aidé tel ou tel développement, ça veut dire que le brevet, il y aura des exceptions au brevet, voire il n'y aura pas de brevet. Donc, est-ce que ça se fait encore, ou c'est vraiment, c'est fini? Alors, C'est parti un peu trop il glorieux. existe, dans le contexte actuel, enfin dans le cadre juridique international, on est tous dépendants, enfin en tout cas tous les signataires des accords de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, sont dépendants des accords qui donc fixent la durée minimum d'un brevet à 20 ans. Il y a quand même des flexibilités, parmi lesquelles le fait d'avoir une durée avant de pouvoir signer ces accords, alors qu'il date de 1994. Mais par exemple, l'Inde a pu bénéficier pendant 10 ans d'une période où elle n'était pas tributaire de ces accords, ce qui lui a permis de renforcer, développer son industrie générique. Et le Brésil a profité aussi d'une période pour précisément adapter les accords de l'OMC, les transposer dans la loi nationale en essayant de faire valoir le maximum de flexibilité possible. Et il y a encore dans le monde, hein, parmi les pays les moins avancés, des pays qui ne sont pas tenus pour le moment de respecter ce système. Mais ce sont très souvent des pays qui n'ont pas les capacités de production pharmaceutique non plus. Donc, ils vont être tributaires de l'aide internationale. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Le deuxième aspect, bon, pour un pays comme la France, j'ai cité parmi les mesures qui sont possibles, là, sans attendre une refonte totale d'un système, il y a la licence obligatoire. La licence obligatoire, c'est une disposition qui est prévue, là encore, par les accords de l'OMC, que chaque État doit transposer dans son droit national. Donc, c'est une mesure qui est très importante, très intéressante, mais ce premier critère fait que, en fonction des États, certains ne l'auront pas fait, donc ça n'existe pas. D'autres l'auront fait avec une procédure relativement simple, et d'autres l'auront fait avec une procédure très compliquée. Par exemple, en Afrique du Sud, la licence obligatoire est théoriquement possible, mais elle est quasiment, dans les faits, très, très difficile à recourir. L'autre souci, c'est que comme c'est État par État, c'est une décision d'un État, donc ça laisse l'État seul par rapport au type de pression et de répression qu'il peut avoir. En 2007, la Thaïlande a émis plusieurs licences obligatoires contre des médicaments, contre le VIH, de laboratoires américains et de MSD de Abbott, et s'est retrouvé avec des mesures de rétorsion économique à peine déguisées de la part des États-Unis, et des mesures de rétorsion de la part du laboratoire, Abbott notamment, qui a menacé de ne plus enregistrer ses nouveautés thérapeutiques dans le pays. Avec très très peu de soutien, c'est-à-dire qu'en dehors de la société civile et des militants de l'accès au traitement, il y a eu très très peu de soutien des pays riches dans l'affirmation du droit à la santé. Et un dernier point, c'est que notamment l'Europe, mais aussi les États-Unis, multiplient des accords bilatéraux qui compliquent encore plus l'émission de licences obligatoires ou même les autres flexibilités qui existent actuellement dans le cadre de la levée des brevets. Donc, nous, ce qu'on avait proposé, je vous ai parlé de l'amendement de transparence qu'on avait proposé donc dans le cadre du projet de la proposition de loi de financement de la sécurité sociale. C'était déjà il y a 2 ans et demi. Alors, ça a mis beaucoup de temps à être voté. Ensuite, il a fallu plus d'1 an pour que ça soit voté et encore 1 an pour que ça soit appliqué. Mais on avait proposé une version très haute dans laquelle on renforçait la possibilité d'utiliser une licence obligatoire, qui est déjà très souple, au fait que voilà, si les laboratoires refusaient de donner le montant des aides publiques qu'ils avaient reçues, dans ce cas-là, on émettait une licence obligatoire sur le produit pour lequel ils voulaient. Donc voilà, une forme de menace. Et c'est une menace dans la construction d'un rapport de force, puisqu'on est totalement perdant dans l'état actuel du rapport de force, comme le montre l'exemple de Marisol Touraine. Et il y a des précédents à ça. Juste après le 11 septembre, aux États-Unis, Bush Junior a menacé, on parle de Bush Junior, hein, pas d'un grand gauchiste, a menacé d'émettre une licence obligatoire sur un médicament qui devait prémunir contre l'anthrax à cause des risques d'attentats, enfin de la peur d'attentats biochimiques.
pour obtenir du laboratoire, c'était Bayer à l'époque, pour obtenir du laboratoire Bayer, une baisse des prix qu'il a réussi à obtenir. Donc, le gouvernement américain, dans ce qu'il était, a estimé que la menace, c'est que la baisse des prix par le détenteur du brevet avait suffi. Voilà. Donc ça, c'est une première possibilité, c'est de jouer sur l'existant, ce qui est difficile. Une autre possibilité, c'est donc de conditionner ces aides publiques au moment où on négocie les contrats. Mais pour ça, les contrats, il faudrait qu'on les voie. Il faudrait que le crédit impôt recherche, il faudrait le réformer. Donc, il y a tout un travail à faire. Et pour ça, il faut qu'il y ait la volonté politique, mais aussi les administrations avec des fonctionnaires compétents sur le sujet. Une des revendications qu'on fait dans notre rapport, donc qui sera la semaine prochaine, porte sur la question de la formation des fonctionnaires et la lutte contre les conflits d'intérêts. C'est qu'on ne peut pas travailler sur ces questions-là sans avoir un minimum de connaissances en santé publique, en droit à la santé, en pharmacologie. Et c'est malheureusement sur ces questions-là, c'est plutôt des gens de Bercy, avec un profil de formation, voilà, HEC, je n'ai rien contre a priori, mais pas du tout un profil de connaissance de ce que c'est que le médicament, l'accès au médicament. Donc là encore, indépendamment de choix politiques ou idéologiques, il y a aussi la question de la compétence au niveau des administrations. Et puis, pour revenir aussi sur quelque chose qui nous inquiète beaucoup et qui agite beaucoup la question du débat public, la question de la force publique qui se vide de sa substance en passant par des cabinets d'audit. Donc là, moi, j'ai terminé la lecture du livre « Les infiltrés ». Voilà, d'où ma référence tout à l'heure à Sanofi, puisque j'ai pu faire des liens entre ce que je lisais et puis des noms que je retrouvais, que j'avais vus de responsables d'autres opérations. Et là encore, par exemple, qu'un cabinet qui travaille avec Sanofi pour décider que la famille des coronavirus ne serait plus à l'agenda de la recherche, enfin, en tout cas, à participer à ça, c'est sans doute pas eux qui ont pris les décisions, mais c'est eux qui ont poussé à ces décisions-là. C'est quand même étonnant qu'on les retrouve après dans la lutte contre ce même virus. Donc, une dernière chose, donc les propositions concrètes qu'on a faites dans le système actuel, parce qu'après, on peut effectivement dire de changer la propriété intellectuelle, et il y a des choses à faire aussi autour de ça, mais là, à court terme, c'est de l'argent public, donc il faut que ça y ait de la production publique. Et donc, voilà, donc le modèle brésilien est un modèle qui s'est construit au fil des ans, qui a commencé, alors qu'il y a eu ses hauts et ses bas avec, voilà, dans les années 90, des problèmes de corruption, etc., mais qui s'appuie quand même déjà sur le droit à la santé. C'est-à-dire que c'est une constitution forte qui a mis le droit à la santé comme étant quelque chose d'extrêmement important. Et à partir de là, constitutionnellement, on peut faire valoir un certain nombre de choses. Et donc, on a un réseau de laboratoires indépendants. Donc, c'est une production qui s'appuie pas que sur le privé, et qui, en s'appuyant sur tout ce que peut produire le laboratoire en matière le Brésil en matière de licence obligatoire, de refus de brevet, donc on va dire non, ce truc-là ne correspond pas à nos brevets, donc on n'accepte pas le brevet, donc on peut importer des génériques ou en produire nous-mêmes. La société civile qui est très présente aussi, qui fait des actions contre les brevets, donc des recours, hein, ce qu'on appelle des oppositions au brevet. Ça fait voilà, tout un ensemble d'éléments qui existent aussi. Il y a d'autres modèles. Alors, dans des cas d'urgence, c'est quand même très étonnant qu'on ne soit pas appuyé beaucoup plus sur la production militaire. On a quand même une production militaire de qualité en France, une production publique. Il y a 10 ans, ils avaient été capables de produire énormément de masques et des versions génériques du Tamiflu. Alors là, les vaccins, c'est beaucoup plus, pour eux, de ce que je connais des lignes de production de la pharmacie des armées, ça n'aurait pas été possible dans des délais faciles, mais en tout cas des masques, etc. Et on ne les a pas vus être mobilisés pour ça, on les a vus mobilisés pour autre chose, mais pas pour ça. J'ai oublié, je suis vraiment impardonnable de remercier tout le monde pour votre présence et de votre intérêt, et puis l'Observatoire pour l'organisation. Je suis désolé. Pas de souci, merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? Maxime? Tu es sur mute. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'intervention. Vous avez déjà parlé. Alors, je vous appelle parce qu'on avait une audience aujourd'hui à laquelle on aurait dû plaider, mais bon. Voilà. Vous avez déjà évoqué quelques éléments sur les enjeux de relocalisation. Et vous avez annoncé en primaire qu'il y aura un rapport la semaine prochaine, mais peut-être revenir un peu sur cette question-là, puisque une des questions qui se pose
Dans l'absolu, alors que la pandémie est toujours là, c'est effectivement cette question de la relocalisation des productions ou des principes actifs, ou voilà, qu'on a vu que la réponse du gouvernement, ça a été principalement de dire je convoque Sanofi, je vais sur une usine, je débloque quelques dizaines ou centaines de millions d'euros comme dispositif de soutien à la relocalisation de la production pharmaceutique sur le territoire national. Et donc, du coup, il y a une vraie question qui se pose, qui est quels sont réellement les leviers politiques, économiques, industriels et autres pour favoriser une telle relocalisation. Donc, il y a des leviers qui sont actionnés aujourd'hui par le gouvernement. Beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs doutent de la capacité, avec de nouvelles aides publiques, d'opérer un véritable processus de relocalisation. Et en gros, entre le laisser-faire et le bon vouloir de Sanofi d'un côté et le pôle public entièrement reconstitué par les pouvoirs publics pour s'assurer que toutes les productions reviendraient en France ou en Europe, voilà, il y a un panel assez large de leviers, d'options et tout ça. Donc, si vous pouvez revenir un petit peu là-dessus et nous dire peut-être quelles sont vos préconisations de court terme, moyen terme, long terme, ou, voilà. Y compris ne pas hésiter, même si c'est peut-être moins votre ressort sur, en tant qu'économiste, oui, la question de mettre de l'argent sur la table pour de telles multinationales en leur disant si on met quelques dizaines de millions d'euros sur la table, c'est ainsi qu'ils vont relocaliser, paraît assez peu crédible au regard de ce que font ces grandes industries pharmaceutiques depuis de nombreuses années. Donc, en fait, bon, question ouverte sur laquelle vous avez déjà apporté des éléments et sur lesquels je voulais avoir des précisions. Oui, puis pour cette solution-là, qui est celle envisagée défendue par le gouvernement et apparemment qui commence à mettre en place, c'est aussi, il y a quelque chose d'absurde à se dire qu'on va repayer pour des choix industriels qui ont été opérés par les acteurs privés. C'est-à-dire qu'à nouveau, on nous parle d'un secteur privé pharmaceutique, mais la seule chose qui est privée, c'est la gouvernance et les profits, et tout le reste, en fait, est public. Tout ce qui doit être dépenses et assumer le risque est là dans le public. Donc, l'exemple que je vous ai indiqué, on refinance l'année dernière une ligne de production de Sanofi pour produire très vite des vaccins. En quelques mois, c'est fait des vaccins ARN, donc d'être un sous-traitant de Pfizer. Voilà, ce sont des choix industriels d'acteurs privés auparavant. Donc, pourquoi est-ce que c'est l'argent public qui a dû refinancer là? Et bien sûr, il y avait l'urgence de l'épidémie, mais dans ce cas-là, on réquisitionne. Donc, il y a un premier levier au niveau du droit. Alors, je ne suis pas du tout en train de vanter le modèle de l'état d'urgence comme un modèle permanent, mais on s'est doté, en réponse à la pandémie, du même modèle qu'on avait pour les attentats ou pour la guerre en Algérie. Et il y a un moment, pourquoi ne pas l'utiliser aussi pour réquisitionner la ligne de production? Quand on a manqué, donc il y a 2 ans, en mars-avril, on a commencé à manquer de façon dramatique dans les hôpitaux d'un certain nombre de médicaments indispensables à la réanimation, des curares, des sédatifs. Notamment le midazolam, qui est le top pour l'usage qui en était fait. Donc, ça a amené à plein de sous-standards, aux équipes à utiliser des sous-standards. Donc, en plus de la saturation des services, il y avait ça. Pourquoi nous, à ce moment-là, on a été sollicité par la PHP, par les responsables de la PHP, à qui le gouvernement ne répondait pas. Le gouvernement disait, on manque, alors 2 masques, ça se savait, mais la question des médicaments en réanimation, on l'a peut-être un petit peu plus oublié. Et nous, en fait, on avait réussi à identifier des producteurs de matières premières et des producteurs de ces molécules, en fait, notamment un en Égypte. Et donc, par le biais de la PHP, on a fait remonter l'information. On n'a eu aucun retour. Donc voilà. Et donc le modèle, l'idée d'une réquisition à un moment donné, ça peut être dit en théorie. Dans la loi d'état d'urgence sanitaire, il y a une disposition qui est prévue. Dans le cadre habituel aussi, en cas d'une urgence épidémique. Donc, on a quand même un modèle qui a été utilisé en partie par l'Allemagne et par l'Espagne pendant l'année 2020 pour la production de masques. Qui a été un tout petit peu menacé dans mon souvenir sur la question de la production des masques par le gouvernement, mais pour lequel on n'a pas abouti là-dessus. Et en sachant que, Pardon, je vais plutôt répondre sur un autre plan.
une autre forme de levier. Alors, c'est un pôle public, mais alors évidemment pas un pôle public complet. L'enjeu qui se passe, c'est celle d'une planification sanitaire. C'est celle de penser de quels médicaments on a le plus besoin, desquels on ne peut absolument pas se passer. Et quand on regarde en fait les pénuries de médicaments, celles dont on manque autour des médicaments essentiels, ce sont des anciennes molécules. Elles sont devenues moins chères, elles intéressent moins les producteurs, y compris parfois les producteurs de génériques. Donc, c'est des médicaments contre le cancer. On est en train de se féliciter, et c'est très, très bien, d'une super médecine personnalisée de thérapie génique contre le cancer. Mais pendant 3-4 ans, on manquait un médicament beaucoup plus ancien, essentiel contre le cancer de la vessie, et qui est efficace et qui fonctionne. Pendant 4 ans, ça a été des hauts et des bas dans l'approvisionnement. Donc, de lister les médicaments dont on aurait besoin et donc de faire une planification sanitaire qui irait depuis la recherche publique jusqu'au pôle public, c'est un levier, c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas de tout produire, mais de produire réellement les médicaments dont on a le plus manqué. La première chose à faire, mais là encore, vous me parlez de levier politique, ça malheureusement, en dehors de vous citer les parlementaires qui nous ont suivis, donc il y a eu la France Insoumise à l'Assemblée nationale qui a déposé en juin 2020 une proposition de loi sur le pôle public du médicament, et en décembre de la même année, Laurence Cohen et le groupe communiste au Sénat qui ont déposé le même type de loi et qui ont été à chaque fois détricotés par les majorités de chaque chambre. Dans les propositions que nous on fait, la première chose à faire, c'est de faire une cartographie des lieux de production. En fait, on ne sait pas qui produit quoi. Il a fallu, là, à 2 chercheurs de Médecins sans frontières et d'une autre organisation travaillant en Amérique du Sud, il a fallu près de 3 mois pour arriver à identifier dans le monde des centres de production capables de produire les vaccins ARN rapidement. Puisque contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas besoin de 2 ans, 3 ans pour adapter les lignes de production. 2-3 mois ont été suffisants il y a 2 ans pour que Moderna fasse produire ses premiers vaccins. Donc déjà, de savoir, voilà, de planifier au niveau de la production qui est capable de faire quoi pour voir qu'est-ce qui nous manque. Dans cette cartographie-là, il est absolument indispensable de repérer les lieux où on fabrique la matière première. Parce que, alors, je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec les étapes de production du médicament, mais on a toute une partie qui est production de la matière première de plein de façons différentes, hein, extraction de plantes, travail sur des cellules souches, etc. On a ensuite toute une phase où on va mettre cette matière première en vrac, et enfin une dernière phase de conditionnement et de galénisation, donc on la met sous forme liquide, solide, etc. etc. Quand on parle de production, très souvent dans les débats publics, et notamment, j'ai l'impression que c'est le cas pour le gouvernement, on parle avant tout de la production des dernières étapes. Mais le gros souci, là où il y a les pénuries qui nous posent problème, et aussi là où on a de moins en moins de leviers pour faire baisser les prix, c'est sur la matière première, qui se concentre de fait de plus en plus sur un petit groupe de détenteurs et de propriétaires. Ce qui fait que d'une part, donc on a 80% de la matière première de la plupart de nos médicaments qui sont fabriqués en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Bangladesh. Ça pose un vrai problème éthique, puisque c'est une industrie qui est très, très polluante. Donc, ça veut dire que les médicaments que nous consommons, le risque écologique est assumé ensuite ailleurs, par d'autres pays. Et puis, ça pose un vrai problème. Qu'est-ce qui se passe comme c'est arrivé il y a 2 ans, quand la Chine est fermée, on se retrouve à manquer de tout. Voilà. Donc, faire cette cartographie-là, complétée par lister les médicaments essentiels, ça nous permet de voir quelle usine pourrait produire quoi. Et à partir de là, on met en place un pôle public sous une forme juridique qui existe, voilà, les formes publiques qui existent déjà. On réquisitionne s'il y a besoin. Et voilà. Et il y a tout un travail évidemment à faire de fond après, de réforme de la propriété intellectuelle, en partant du plus simple, c'est-à-dire de favoriser plus la licence obligatoire existant, et puis en travaillant au niveau international à une refonte totale, à sortir le médicament de l'OMC pour le remettre à l'OMS. Il y a beaucoup de critiques à faire sur l'OMS par ailleurs aussi, hein, mais c'est pour faire simple. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, merci. C'était dans la réponse, l'absence complète de considérer que les aides publiques
sont un vecteur de relocalisation, là, c'est la réponse. Enfin, voilà, c'est une réponse assez claire sur le fait que le dispositif aujourd'hui du gouvernement de considérer que le levier de la relocalisation, c'est de mettre 250 millions ou plus sur la table pour favoriser la relocalisation de la ligne de production, n'apparaît pas comme étant le levier pertinent de votre part. Oui, parce que, et puis, indépendamment de ce que je vous ai dit, les choses plus techniques sur la question de la production même du médicament, de la matière première, de toute façon, ça ne peut pas y répondre, puisque ce n'est pas la cause profonde des pénuries. C'est évidemment un facteur aggravant, la concentration dans une seule zone, mais le problème, c'est la logique marchande qui va faire que des producteurs vont estimer que tel médicament plus ancien les intéresse moins, donc vont moins faire attention à la chaîne de production, vont en sacrifier la production. On a, alors d'après certains chiffres, ça change d'une année sur l'autre et les critères ne sont pas les mêmes, mais c'est le LEM lui-même, donc le lobby des industriels du médicament en France, qui indiquait il y a quelques années, il y a 4-5 ans, que 17% des causes des productions, c'était lié à un arrêt de commercialisation, donc des choses anticipables. Ça a été le cas, par exemple, pour un médicament contre une forme mineure d'hémophilie, dont la production s'est arrêtée et qui a mis dans l'embarras, évidemment, les malades en premier lieu, ça c'est sûr. Heureusement, c'est une forme mineure d'hémophilie, mais ensuite, l'Agence nationale du médicament pour trouver des solutions de rechange, avec à chaque fois ce que ça coûte de pas forcément trouver les mêmes types de formulations, de s'assurer que les mêmes excipients sont qu'il n'y a pas des interactions avec les excipients, que les dosages sont les mêmes, que donc ça ne change pas les habitudes des patients avec tous les risques que ça peut procurer derrière. Donc, c'est un vrai souci. Un vrai souci autour de ça. Merci Jérôme. Si je peux me permettre, on a encore un poil de minutes. J'avais une dernière petite question, mais c'est plus prospective. Donc on a l'impression de, en gros, en un mot, est-ce que la pandémie va changer quelque chose en mal plutôt qu'en bien au système, enfin à toutes les aides publiques qui vont à l'industrie pharmaceutique? Parce qu'on a vu, enfin on voit en voyant ce que disent des gens comme Sanofi, eux ils demandent depuis des années, c'est devenu plus fort depuis 2 ans, un modèle type américain avec une agence qui finance la recherche, etc. Et on a l'impression que même si quand le patron de Sanofi a dit on servira d'abord les États-Unis parce qu'ils mettent plus d'argent, ça va provoquer un gros choc. On a quand même l'impression que le gouvernement, il a dit oui, d'accord, on va mettre plus d'argent. Et on a avec ce qui se prépare autour de l'Europe de la santé, est-ce qu'on est en train de passer à justement un autre modèle où il y a un risque au contraire d'aggravation, de renforcement encore des aides publiques à l'industrie, avec ces grands contrats justement de fourniture de vaccins, de médicaments? Alors, il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter, effectivement. Puisque la prise de conscience par nos dirigeants politiques, sans même leur demander tout d'un coup de dire comme ACT UP il y a 20 ans, propriété intellectuelle à la poubelle, hein, c'est pas ça qu'on leur demandait, ou de dire Sanofi assassin, enfin, on n'en était pas là, mais simplement de reconsidérer, juste par exemple des petites conditionnalités au contrat avec les producteurs de vaccins, par exemple, pour juste savoir un certain nombre de choses. Là, actuellement, il y avait un média italien qui avait indiqué que qu'une poignée de parlementaires européens avaient pu avoir accès aux contrats signés avec Pfizer et compagnie, je sais pas, quelques heures, sans appareil photo, sans téléphone portable, pour lire 50-60 pages de contrats super lourds. Mais donc oui, il y a une fuite en avant de ce gouvernement, comme sur tous les sujets. Donc l'horizon politique avec les élections semble vraiment bouché. Autour de ça, le constat autour des cabinets d'audit ne renforce pas, c'est-à-dire que la question d'une résistance par un certain nombre de personnels, de fonctionnaires qui auraient le sens du service public, elle n'apparaît pas, même s'il y a eu les initiatives de nos services publics, ces initiatives-là, que vous avez, qui font partie qui sont dans vos partenaires, oui, je ne me trompe pas. Mais ça paraît un peu... je ne sais pas, peut-être que le livre est un peu trop dramatique ou dramatise trop les choses, mais c'est vrai qu'après la lecture, je l'ai terminé ce matin. Tout ça ne donne pas beaucoup de raisons d'espérer. Par contre, nous, ce qu'on voit, c'est que quand même, avec peu de moyens, on reçoit aucune subvention, on travaille pour l'essentiel, sauf pour le rapport qui est une commande, mais on travaille sinon pour l'essentiel comme bénévole sur ces questions-là. Et on est sur ces questions depuis très très longtemps. On voit un changement quand même dans les débats et dans l'intérêt que peuvent susciter nos analyses. D'une part, dans un plus vaste spectre politique à gauche,
y compris la gauche, qui a été la gauche du gouvernement, s'intéresse aussi à ces questions-là et commence à piocher de façon assez prudente, mais quand même à le faire, mais aussi auprès du grand public. C'est-à-dire que ces questions-là de prix du médicament, de générique, de production, de pénurie, de manque, d'inégalité, elles étaient beaucoup cantonnées grâce au travail notamment d'ACT UP et des associations de lutte contre le sida sur la question du VIH et sur un aspect beaucoup plus humanitaire, même si on se battait, nous, pour des droits, ce qu'il en ressortait, c'est qu'il y avait une urgence humanitaire, en fait. Alors que là, et c'était vraiment une demande des militants des pays pauvres et des pays du Sud, de faire comprendre dans nos pays que le système est pourri aussi chez nous. D'où aussi pour nous la nécessité de nous allier régulièrement et de travailler avec, par exemple, le collectif interhôpital, le collectif interurgence, pour bien montrer que les dépenses de santé, il y a des moyens de les fixer rationnellement. Qu'on nous parle d'austérité, etc., mais que dans le domaine du médicament, c'est l'explosion totale des aides publiques, des prix, et que là, pour le coup, il n'y a aucun contrôle, aucune austérité. Enfin, voilà, austérité étant entendu transfert des dépenses vers le privé et non pas réduction réelle des dépenses. Et que donc, la transparence, pour nous, c'est évidemment une fin en soi, un objectif démocratique important, mais c'est aussi un levier pour que soient portés dans l'espace public des sujets plus généraux à partir d'un point de vue expert. Voilà, qu'on cesse de dire qu'on n'a pas l'argent pour les hôpitaux, alors qu'on a plein d'argent pour Sanofi. 1,5 milliard d'euros en 10 ans pour supprimer des postes et abandonner Alzheimer, voilà, les antibiotiques, c'est... Merci Jérôme. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va vous remercier collectivement. Donc on attend avec impatience le rapport qui sort la semaine prochaine. On le rediffusera au sein de la commission. Un grand merci à vous et puis donc encore merci pour cette audition et puis un bonjour tout particulier à Élise que je ne connais pas, mais comme elle nous avait contacté par email et qu'on doit se voir ou se contacter très bientôt, j'en suis très ravi. Et donc, juste un dernier petit point. Donc, comme j'ai dit, on doit produire un livre blanc. Donc, on propose aussi qu'on revienne, on reste en contact avec vous pour, par exemple, vous relisiez ou qu'on parle de nouveau sur les propositions qu'on pourra formuler à la fin, en particulier en ce qui concerne le secteur du médicament. Mais on va évidemment s'appuyer beaucoup sur la teneur de nos échanges aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez rester avec nous ou partir, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment désolé, ce n'est pas du tout que les sujets suivants m'intéressent, mais oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bon après-midi. Et donc, on va passer la parole tout de suite à Quentin Parinello de Oxfam France. Maxime, tu veux faire l'introduction? Oui, je peux. Donc, à la fois d'Oxfam France, Quentin Parinello, mais également là pour le réseau Action Climat, si j'ai bien compris les réponses que j'ai eues de représentants du réseau qui n'étaient pas disponibles nécessairement pour cette audition. Et donc, la question qui vous est posée est un peu celle que nous posons à toutes celles et ceux qui sont auditionnés et qui ont porté des propositions de conditionnalité aux aides publiques aux entreprises depuis longtemps, mais notamment pendant la pandémie. Et donc là, plus spécifiquement, notamment sur les questions on va dire climat, environnement, mais également peut-être conditionnalité sociale ou liées aux enjeux fiscaux et d'évasion fiscale. Donc, c'est peut-être moins de s'attarder sur le constat et l'absence de conditionnalité, puisque ce constat-là a été fait plusieurs fois dans des auditions précédentes, mais de peut-être revenir plus précisément sur quelles sont les propositions qui ont été portées, si ce n'est par la société civile, du moins par Oxfam et le réseau Action Climat et ses partenaires, dans la période, et comment finalement ces propositions ont été en tous les cas par reprise intégralement par la majorité, qu'est-ce qui s'est joué et quelles seraient donc du coup les préconisations, propositions, tant sur le fond en termes de conditionnalité qu'éventuellement y compris sur ce qu'il faudrait, je ne sais pas, en termes de levier politique et autres nécessaires pour que ce sujet ne disparaisse pas de l'espace public et puisse revenir lors de la prochaine mandature. Merci beaucoup Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Alors je connais Olivier, je connais Élise, je ne connais pas les autres. Ravi de vous rencontrer. Donc je m'appelle Quentin Parinello, je suis responsable de plaidoyer justice fiscale et inégalité pour Oxfam France depuis 7 ans maintenant. Donc je travaille très régulièrement sur les questions de fiscalité des entreprises
historiquement sur les questions d'impôts sur les bénéfices des sociétés, mais aussi depuis un peu plus récemment, depuis 3-4 ans, sur les questions TVA, taxe carbone, impôt sur le revenu, etc., même si c'est un petit peu en dehors du champ. Et une autre partie de mon travail, ça a été aussi de regarder les dynamiques de partage de richesses au sein des grandes entreprises. C'est un travail que fait aussi l'Observatoire des multinationales, donc que font aussi Olivier et Maxime. Et le dernier gros opus qu'on a sorti, c'était juste avant le Covid. Et ce que ça montrait, c'était que sur les 10 dernières années, on a vraiment observé les tendances de partage de la valeur ajoutée. Ce qu'on voyait, et qui est intéressant pour cette commission, c'était que c'était très visible la baisse de part d'impôts payés dans la valeur ajoutée pour les grandes entreprises du CAC, mais que ça ne se traduisait pas par plus d'investissement, au contraire, ça se traduisait par moins d'investissement, que ça ne se traduisait pas par plus de masse salariale, c'était relativement stable, même si à l'intérieur, il y avait des écarts de salaire. En revanche, ça se traduisait très fortement par une hausse des versements aux actionnaires. On s'est appuyé sur cette étude, notamment parce qu'elle est sortie en mai 2020, donc elle était assez pertinente pour tous les débats autour des conditionnalités, pour porter 3 types de conditionnalités. La première, c'était l'interdiction des dividendes pour les entreprises qui bénéficiaient d'aides d'État pendant la crise. La deuxième, c'était une conditionnalité autour des entreprises qui ont une présence dans les paradis fiscaux. Et la troisième, qui est celle qui intéresse a priori le plus aujourd'hui, même si je parle potentiellement un peu des autres, c'est du coup l'éco-conditionnalité qu'on a développée dans le cadre de notre coopération avec le réseau Action Climat. Juste avant de revenir dans les détails de ce qu'on demandait et ce que ça a donné en termes de débat public, peut-être 2 préalables qui, je pense, ont déjà été dits dans le cadre de cette commission, mais qui, je pense, sont importants. Le premier, c'est qu'on a un vrai problème de transparence sur les aides publiques aux entreprises. On n'est pas encore capable de les évaluer en nombre. Il y a différentes évaluations qui existent sur le nombre, sur le périmètre, sur la ventilation, et y compris sur le montant. Alors, on sait que Bercy a ses montants parce qu'ils communiquent assez, quand ils sont interrogés dessus, je ne vais pas dire assez régulièrement parce que c'est pas vrai, mais quand ils sont interrogés, donc on sait qu'en 2018, c'était environ 140 milliards d'euros, qu'en 2011, c'était plutôt de l'ordre de 110 à 130 milliards, pardon, pas milliards d'euros. C'est plus que les recettes d'impôt sur les sociétés, pour vous dire. On est quand même sur un montant d'aide aux entreprises qui est relativement important. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est qu'on a très, très peu d'évaluations. On a des évaluations de qualité qui sont faites, notamment France Stratégique qui a fait un certain nombre d'évaluations du crédit impôt recherche, du CICE, lorsqu'il existait. Et c'est des évaluations qui sont hyper utiles pour voir l'impact et notamment pour évaluer l'impact qui était mis en place par le législateur. Sur le crédit impôt recherche, l'impact c'était notamment sur l'emploi de chercheurs qui est nul. Sur le CICE, c'était l'impact sur l'emploi et l'embauche qui est également nul. En revanche, le CICE, on a vu qu'il y a eu des impacts notamment sur les salaires, mais plutôt sur les hauts salaires et pas sur les bas salaires. Donc, peu d'évaluation et en tout cas pas d'évaluation systémique, ce qui est une vraie barrière à la qualité de l'action publique et notamment à l'opportunité de mettre des conditionnalités et d'évaluer la pertinence des conditionnalités dans le temps. Sur les 2 grosses demandes qu'on a eues pendant la crise Covid, la première, du coup, sur l'éco-conditionnalité, ça part d'un principe, c'est de dire que c'est très bien de protéger les entreprises pendant la crise, mais ça pose quand même la question de relancer un modèle qui est ultra carboné et de comment on peut faire pour être sûr que cet argent il ne relance pas les émissions de carbone à la hausse, notamment sur les grandes entreprises. Donc, on demandait ce qu'on a appelé l'éco-conditionnalité avec le réseau Action Climat, le WWF, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace. C'était très très large, mais c'était grosso modo les grosses ONG qui bossaient avec nous là-dessus. Et le but, il était de dire très bien, on vous donne de l'argent, mais on vous demande la publication d'un plan climat qui comprend 3 axes. Premièrement, la publication de l'empreinte carbone, scope 1, 2 et 3, donc les émissions directes et les émissions indirectes. Ça existe déjà pour les grandes entreprises, ça n'existe pas pour les très grosses ETI et pour les PME. Deuxièmement, on demandait la publication d'une trajectoire d'alignement avec l'accord de Paris, ce qui n'existe pas dans la plupart des entreprises. On a beaucoup d'entreprises qui ont des objectifs et qui disent d'ici 2050, je réduirai de temps, mais pas de trajectoire. Et quelque part, c'est comme dire d'ici 2050, je gravis le Mont Blanc,
Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment vous allez gravir le Mont Blanc pour y arriver et voir si c'est tenable, si c'est faisable, si c'est pertinent. Et troisièmement, ce qu'on demandait, c'était le plan d'investissement qui accompagnait cette trajectoire de réduction des émissions, avec l'idée de dire cette réduction, elle va demander des moyens. Donc, combien vous mettez sur la table pour transformer votre outil productif et combien vous mettez sur la table, y compris pour anticiper les impacts sur votre salariat. Ces discussions-là, on les avait élaborées notamment avec la CGT et la CFDT. Donc, c'était assez rare pour le noter. On avait quand même 2 centrales syndicales qui bossent assez peu ensemble, qui soutenaient le principe de l'éco-conditionnalité en disant s'il n'y a pas de problème pour demander une trajectoire de réduction tant qu'on anticipe l'impact sur les salariés. Avec du coup l'objectif de dire on met en place cette contrepartie, mais on met surtout en place une agence de contrôle derrière. Une agence de contrôle, donc on avait fait plusieurs propositions, notamment que ce soit l'AMF et la CPR qui contrôlent avec le soutien de l'ADEME pour avoir l'expertise technique, et surtout des sanctions en cas de non-respect. Et donc, tout l'enjeu, c'était de dire, puisqu'on a une trajectoire qui sera publiée par l'entreprise, on est capable, année après année, de voir si la trajectoire est respectée, s'il y a un écart, s'il est justifié ou pas, et lorsqu'il n'est pas justifié, on met en place des sanctions. Sachant que les trajectoires qu'on demandait, elles s'appuyaient notamment sur un exercice qui est en cours à l'ADEME, qui est de la mise en place de trajectoires sectorielles. Donc, l'ADEME a publié plusieurs scénarios pour plusieurs secteurs économiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour l'instant, ça porte que sur la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, donc que sur le territoire français. Mais c'est parce que la commande politique, jusqu'à présent, elle est juste de travailler sur la réduction des émissions sur le territoire français. Or, évidemment, une entreprise française, elle a une empreinte carbone qui est pour la plupart très largement au-delà des frontières françaises. Donc ça, c'était la demande qu'on a faite. On l'a faite dès le premier plan d'urgence, dès le premier plan de relance, et on l'a accompagné dans plusieurs PLFR, on l'a accompagné y compris dans la loi climat derrière. C'est intéressant de voir qu'il y a un véritable intérêt de différentes forces politiques, y compris venant de la droite et de la majorité, mais qu'il y a eu une véritable obstination gouvernementale pour ne surtout pas mettre de contrepartie, de conditions d'éco-conditionnalité. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a eu un débat, y compris dans la majorité, que Barbara Pompili, qui à l'époque était députée, soutenait l'éco-conditionnalité. Une fois qu'elle arrive au gouvernement, elle a évidemment mis beaucoup d'eau dans son vin, mais que ça a été, y compris, un sujet de discussion au sein de la majorité. Au final, ce qui a été adopté, c'est très très loin des standards. C'est du coup, il y a eu une demande de conditionnalité, d'éco-conditionnalité pour les entreprises où l'État a des parts. Donc, on a demandé des conditionnalités lorsque l'APE, l'Agence des participations de l'État, avait des parts sur le territoire français. Donc, encore une fois, pas en dehors, et sans sanction. Donc, c'est le premier problème. Et ensuite, lors du PLFR 3, on a réussi à obtenir c'était pas vraiment des conditionnalités, mais c'était une demande de publication de l'empreinte carbone, mais simplement pour les ETI et les PME. Alors, c'est un peu la logique complètement inverse de ce qu'on demandait nous. C'est-à-dire que nous, on demandait de cibler d'abord les grosses entreprises avec une logique de publier votre empreinte carbone, publier votre trajectoire et vos investissements. Et si c'est pas respecté, sanction. Mais surtout, en fait, puisque vous faites ça, vous allez devoir, puisque vous prenez y compris une réduction de la trajectoire de gaz à effet de serre, y compris de votre scope 3, ça va avoir un impact sur votre chaîne de valeur. Et donc, indirectement, sur tout un tissu économique, mais dans lequel vous allez pouvoir négocier, de dire, on fait des efforts en 2025, en 2030, en 2035, mais la contrainte, elle repose sur les grosses entreprises. La logique de l'État, du gouvernement, ça a été plutôt le contraire, de dire, on ne demande aucune trajectoire de réduction. En revanche, on demande la publication des empreintes de 5 ans en 5 ans. Et comme les grandes entreprises le font déjà, on va plutôt demander ça aux ETI et aux PME. Donc, on est très, très loin des enjeux qui étaient soutenus par le réseau Action Climat. On ne désespère pas parce qu'on sait qu'il y a plusieurs forces politiques qui ont remis le sujet à l'agenda, que ce soit dans la loi climat ou dans le dernier budget. Et ce que ça montre tout simplement, ça pose aussi une question de comment on remet du long terme au sein de l'entreprise, parce que c'est évident que ça pose une question de base, c'est comment on pense la gestion de l'entreprise au-delà du rendement à l'actionnaire en année N ou en année N+1, comment on pense la gestion de l'entreprise et la planification de son empreinte dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans à venir. Ça, c'était la première conditionnalité qu'on a demandé. La deuxième, c'était sur les paradis fiscaux. On l'a faite également dans le cadre d'une coalition
dont Anticor fait partie, qui est la plateforme paradis fiscaux et judiciaires, avec l'objectif de dire pas d'aide publique versée à une entreprise qui a son siège dans un paradis fiscal, premièrement, et deuxièmement, pas d'aide publique versée à une grande entreprise qui possède des filiales dans les paradis fiscaux, ou un siège, évidemment, un siège dans un paradis fiscal. Le gouvernement a été mis en minorité au Sénat lors d'un budget rectificatif, et donc a été forcé de se positionner sur la question. Et ça a été assez bien joué d'ailleurs de la part des sénateurs de l'opposition, parce que du coup, ça a forcé le gouvernement à s'exprimer sur un sujet sur lequel il ne voulait pas du tout s'exprimer, avec plusieurs limites. La première, c'est que la liste de paradis fiscaux qui a été retenue, c'était la liste française, qui est une liste à minima, qui ne comprenait même pas la mise à jour de la liste européenne. Donc, il y avait une question sur la présence des Caïmans, qui était à ce moment-là dans la liste européenne, mais qui n'était pas dans la liste française. Et Bercy a vraiment pris la liste la plus réduite possible. Et deuxièmement, le gouvernement, du coup, a pris au mot la demande des sénateurs, a dit très bien, on va faire une conditionnalité fiscale, mais on va simplement devoir éviter de verser des fonds lorsque il y a une filiale dans les paradis fiscaux et qu'il n'y a pas de substance économique. Donc, c'est une nuance qui est hyper importante, sauf que la charge de la preuve reposait sur l'administration. Donc, c'était à l'administration d'aller vérifier qu'il y avait une substance économique dans la filiale dans un paradis fiscal. Et ça pose un problème parce qu'on sait très bien que les fonds versés pendant la crise ont été très, très peu contrôlés sur le moment, et avec des administrations fiscales qui sont plutôt avec des staffs moins importants ces dernières années, ça fait moins de monde pour contrôler l'argent qui était donné aux grandes entreprises. Voilà pour le panorama de nos actions pendant la crise Covid sur les deux demandes de contrepartie. Évidemment, pour nous, ça ne se limite pas à des enjeux pendant la crise Covid. On devrait avoir ce type d'action, y compris dans le cadre d'une économie, d'un fonctionnement économique normal, avec de l'argent public qui est soumis à des conditionnalités environnementales, écologiques, mais aussi fiscales. Et évidemment, ça ne se limite pas à des aides publiques au niveau national, c'est tout aussi pertinent au niveau régional et au niveau municipal, parce qu'il y a aussi plein d'aides, plein de manne publique, d'argent public qui est dépensé sans forcément mettre de contrepartie écologique, sociale ou fiscale. Merci Quentin. Est-ce qu'il y a des questions? Olivier, Aurélien, Élise? Sinon, je peux y aller avec quelques-unes. Du coup, je vais poser quelques questions. La première, c'est qu'est-ce que vous avez répondu au gouvernement et au MEDEF, qui n'ont cessé de dire pendant les 2 années que quand on sauve quelqu'un de la noyade, on n'est pas en même temps en train de lui expliquer ou de conditionner son sauvetage à des choses qui seraient extérieures au fait de le sauver immédiatement. Ça, c'est la première question, parce que c'est la principale critique, réserve qui a été apposée publiquement à toute conditionnalité. La deuxième question, c'est du coup sur ce que vous avez porté en termes de conditionnalité, c'est-à-dire que du coup, ce sont des conditionnalités qui viennent en termes de contrôle et de sanctions ex post, qui sont du coup fondées quand même sur pour être mené à bien, qui exige du coup une agence de contrôle au pouvoir relativement important ex post, et du coup qui pose finalement assez peu de conditions à exempter, puisque dans cette logique-là, les aides, si les entreprises acceptent le principe, s'engagent à des publications, à des trajectoires, et à mettre sur la table des plans d'investissement, mais l'aide va être antérieure finalement à la mise en œuvre de la condition, à son suivi, à son contrôle et éventuellement à la sanction, que dans ce laps de temps, tout plein de choses peuvent changer liées à la situation économique, liées à la dynamique même de l'entreprise, de ses marchés, de la situation mondiale pour les multinationales,
et donc du coup, qui est également donc, du coup, une des critiques qui peuvent être faites au principe de la conditionnalité des aides avec des dispositifs ex post. Donc du coup, comment vous répondez à cette réserve-là, et est-ce que vous avez pensé à des formes de conditionnalité qui ne seraient pas simplement, en tout cas du moins dans le suivi, dans le contrôle et dans la section ex post, mais également exemptées. Pourquoi du coup les avoir écartés, ou pourquoi pas les avoir apportés de manière plus... Ou est-ce que ça nécessite plus de travail, plus de réflexion? Ouais, deux premières questions. Ouais, merci. Effectivement, l'éco-conditionnalité, c'est ex post. La conditionnalité fiscale, c'est ex ante. Oui. C'est plutôt de dire, voilà, donc c'était pas les mêmes dispositifs. Sur pourquoi c'est une conditionnalité ex post sur l'éco-conditionnalité, c'est qu'on vise quelque chose qui n'existe pas. Donc, en fait, on essaye d'avoir accès à des informations et à un plan en tout cas, qui ne sont pas publics au sein des grandes entreprises. Donc, on veut leur dire, bah, on vous donne de l'argent, mais évidemment, si ce plan n'existe pas, on ne peut pas vous demander de le publier avant que vous ayez reçu l'argent. En revanche, si tous les engagements de ce plan, y compris la réduction de trajectoire qui court sur plusieurs années, n'est pas respecté, premièrement, il y a remboursement, et deuxièmement, il y a sanction. Est-ce que, déjà, pour le coup, ça, c'est une première réponse à cette critique du gouvernement, c'était de dire, bah, dans ce cas-là, vous allez avoir les aides, c'est juste qu'il y a des engagements qui arrivent derrière sur le fait que si vous ne respectez pas ces engagements, bah, du coup, l'argent sera non seulement remboursé, mais il y aura des pénalités. Et deuxièmement, sur ta première question, ce qu'on a essayé d'expliquer au MEDEF et au gouvernement, c'est que c'était, même si ça leur paraît bizarre, c'est que c'est dans l'intérêt des entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire que planifier un virage écologique et une transition bas carbone, il n'y a pas de profit sur une palette morte. Ça peut paraître comme une catchphrase un peu débile, mais en fait, ces entreprises, elles ont intérêt d'avoir une transition du modèle bas carbone, elles ont intérêt d'être accompagnées, et elles ont d'autant plus intérêt d'être accompagnées et d'arriver les premières parce que du coup, elles gagnent des parts de marché sur lesquelles les autres ne sont pas positionnés. Donc, c'était aussi, de manière contre-intuitive, un sujet pour la compétitivité française. On a intérêt à créer des grandes entreprises champions bas carbone. Et la manière de vendre un peu l'éco-conditionnalité aux milieux patronaux, c'était ça aussi. D'ailleurs, de manière assez surprenante, il y a certains patrons qui ont dit oui. Il y a tout le mouvement Impact France, alors, oui, il s'appelle comme ça maintenant, où il y a des patrons type Aigle, type Veja, qui sont déjà du coup positionnés sur ce genre de secteur, qui disent bah oui, c'est une évidence qu'on doit adopter ce genre de trajectoire, on doit conditionner les aides. Et non seulement ça va aider des entreprises qui sont déjà sur des segments bas carbone, mais ça va forcer les autres à venir jouer sur un même pied d'égalité. Du coup, juste pour poursuivre sur la question ex ante et ex post, donc du coup, après l'explication sur pourquoi vous l'avez défendu ainsi pendant la période de la pandémie, puisque finalement on est sorti de la crise économique, semble-t-il, en tout cas du point de vue des grands groupes, du point de vue de leurs profits annoncés, réalisés, annoncés, et de la situation générale qu'ils annoncent pour 2022. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que si la question revenait sur la table en 2022, est-ce que par exemple, à minima pour les très grands groupes, qui annoncent tous des résultats économiques relativement importants, est-ce qu'on ne pourrait pas passer sur une éco-conditionnalité exemptée? C'est-à-dire, vous voulez continuer à bénéficier d'un certain nombre de dispositifs de soutien des pouvoirs publics, que ce soit en matière d'investissement avec les plans de relance qui sont là, ou les dispositifs existants de type aide à la R&D. Dans ce cas-là, outre le fait que vous avez déjà l'obligation de publier votre empreinte carbone scope 1 et 2 et 3, il n'y aura plus aucun accès à un financement public pour les grands groupes, qui soient ceux du CAC 40 ou l'ensemble sur une liste d'entreprises, ou en tout cas un panel d'entreprises dont il faudrait déterminer la surface, que donc du coup, toute nouvelle aide est conditionnée à la publication ex ante de la trajectoire conforme à l'accord de Paris, d'un plan d'investissement, et même éventuellement de résultats réels et tangibles immédiatement
en matière climatique ou autre, en matière d'égalité hommes-femmes et autres. Donc, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, vous poseriez la question ainsi, ou est-ce que vous pensez qu'il faut rester sur des conditionnalités exposées? Alors, juste avant de répondre à ta question sur le périmètre, parce que tu as levé la question, je reprends une petite note pour ne pas te dire de bêtises. On avait un périmètre qui sont les entreprises qui sont déjà soumises au reporting extra-financier, c'est-à-dire des entreprises qui donnent déjà typiquement leur empreinte carbone. Et donc, l'enjeu, c'était plutôt la publication de la trajectoire et du plan d'investissement. Donc, ces entreprises qui ont plus de 500 salariés, un bilan qui dépasse 20 millions d'euros et un chiffre d'affaires qui dépasse 40 millions d'euros. Et c'est grosso modo 4000 entreprises en France. Ensuite, sur est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à un dispositif ex-ante, en fait, on a été plus loin. C'est-à-dire que lors de la loi climat, on est passé d'une logique de éco-conditionnalité à une logique de éco-responsabilité, c'est-à-dire qu'on est passé du principe que, aide publique ou pas, en fait, il fallait que ces entreprises elles publient ce plan climat grosso modo. Mais avec une nuance, c'est de dire que les entreprises qui reçoivent de l'argent public, dans ce cas-là, il y a des sanctions beaucoup plus fortes. Et donc, c'est de dire que vous recevez ou vous ne recevez pas de l'argent public, donc de facto, ça passe ex ante, vous devriez, en tant que grande entreprise, publier ce plan qui est donc ce triptyque empreinte carbone, trajectoire et plan d'investissement. Donc, de facto, ça devient ex ante. Mais si vous recevez de l'argent public, vous avez non seulement un remboursement, mais une sanction si vous ne respectez pas ce plan, les engagements de ce plan-là. Donc, la réponse est oui, et même aller plus loin. Élise, Aurélien, Olivier, est-ce que vous avez des questions, demandes de précision? Olivier? Ouais, pardon, j'ai dû m'absenter juste 5 minutes, donc j'espère que je n'ai pas raté un moment où Quentin a traité le sujet, mais juste pareil, la même question que d'habitude sur est-ce que, comme en plus Oxfam, vous êtes une ONG internationale, est-ce que les questions, le débat s'est posé de la même manière dans différents pays, notamment européens, et est-ce qu'on est resté assez franco-français sur ça? Et donc, bon, bref, est-ce qu'il y a des bonnes expériences, des modèles que vous avez pu utiliser dans votre plaidoyer ou non? La réponse, c'est plutôt non. Il faut se le dire de manière assez honnête, ça a plutôt été un échec du plaidoyer d'Oxfam là-dessus, c'est qu'on a réussi à mettre une grande liste de conditionnalités dans Oxfam, mais qu'en fait, chacun a fait un peu ses courses dans chaque affilié en allant voir son gouvernement, et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas forcément priorisé au même enjeu. Et typiquement, l'enjeu climat, il était très, très fort en France, mais il était peut-être un peu moins fort dans d'autres pays. Je crois qu'en Allemagne, ça a été porté dans certains amendements, mais ça n'a pas été porté aussi de manière aussi visible que chez nous. Sur la question des paradis fiscaux, ça a pas mal porté en Danemark, si je ne dis pas de bêtises, et un tout petit peu en Italie et en Espagne, mais pas forcément au même niveau. Donc non, ça a été un sujet très, très français. J'avoue que je n'ai pas, et c'est typiquement quand on parle de manque de transparence et de comparaison et d'évaluation, je serais assez surpris assez curieux d'aller chercher les montants d'aide publique aux entreprises dans les différents pays européens et de les comparer. En France, généralement, la France a cette réputation d'avoir beaucoup d'impôts. On a aussi des subventions aux entreprises qui sont très, très élevées. Donc, on a de facto des aides publiques aux entreprises qui sont très, très élevées. Je ne pense pas que ça soit une mauvaise chose de manière inhérente. C'est juste qu'on les utilise très mal et que dire on vous fait contribuer, on vous rend l'argent que si vous faites X, Y, Z de telle contrepartie, c'est aussi une manière de planifier des objectifs économiques, sociaux, climatiques des grandes entreprises qui peut permettre de réorienter l'économie, de la réencastrer au service du bien commun. Donc, en très, très court, non, on n'a pas été très, très bon là-dessus. Et très sincèrement, même au niveau des autres organisations qui travaillent sur ce sujet au niveau européen, je n'ai pas vu une coordination extrêmement forte. Mais bon, conditions particulières, on va dire. Parce qu'il me semble, dans ma compréhension, mais bon, je ne suis pas 100% sûr, c'est que ce que tu as mentionné là sur ce qui a été mis en place pour les entreprises à capitaux publics, donc SNCF, etc.,
avec de fait une certaine forme de conditionnalité climatique intéressante, même s'il n'y a pas de sanctions, comme tu l'as mentionné. Il me semble que ça dérive de règles européennes, en fait. La France. Je crois qu'il y a l'Autriche qui l'avait fait aussi à un moment. Si tu veux, le gouvernement n'a pas été hyper… de fait, le gouvernement a été plutôt réfractaire et la majorité a été assez timorée là-dessus, alors qu'on avait les marges de manœuvre, parce que mettre des contreparties dans des aides publiques, il y en a dans chaque appel d'offres. Tu mets tes conditions pour dire je veux que X, Y ou Z, tant que ça ne contrevient pas à la liberté au droit européen. Et a priori, on avait checké avec des avocats, mais il n'y avait aucune contre-indication sur le plan climat. Alors après, oui, tu vas avoir le discours du MEDEF qui va te dire mais ça nous demande des efforts de publier ce plan. Et toute la question, et ça c'est une vraie bataille philosophique, c'est de dire l'investissement que vous mettez maintenant à publier un plan, on vous demande de publier un plan. On ne vous demande pas de repasser de diminuer de 50% vos émissions entre 2020, 2021 et 2022. C'est comment vous allez le faire d'ici 2025, d'ici 2030, d'ici 2050. Et quelle trajectoire entre ces bornes-là. Ça veut dire qu'en gros, on vous demande d'un exercice de planification qui existe. Enfin, typiquement, on a de la planification financière au sein des entreprises, on n'a pas de la planification climatique. Donc, c'est forcer l'entreprise à faire un exercice. Donc, il y a cet exercice qui existe en année 1, qui a un coût, mais qui a tellement d'avantages en année 5, en année 10 et en année 30, et y compris des avantages en termes de compétitivité. Ce qui était un discours qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre par ailleurs. Ça les a surpris très souvent, le MEDEF, quand on leur disait ça. Retourner un peu le mot compétitivité contre eux. Et du coup, un peu dans la même ligne type d'interrogation, tout le débat sur le remboursement des aides est généralement rapidement orienté sur quels sont les leviers juridiques pour obtenir le remboursement des aides. Ce qui est sûr, c'est que si au moment du versement de l'aide, c'est pas posé comme condition, aucun remboursement ne sera possible. Mais le seul dispositif en France qui permet un début de remboursement d'aide publique dans la loi, c'est la loi Florange, et c'est limité en termes de temporalité. Je crois que c'est 2 ans. Et donc, du coup, ça ne permet pas de revenir très, très loin. Là, avec le dispositif que vous proposez, potentiellement, ça voudrait dire que n'importe quelle entreprise qui recevrait donc, du coup, l'argent public sur le plan de relance ou le plan France 2030 en 2022 pourrait être redevable des engagements qui n'auraient pas tenus en 2030. Donc, du coup, avec une possibilité de revenir en arrière, 8 ans, peut-être 10 ans, peut-être plus. Est-ce que vous avez regardé cela d'un point de vue, non pas simplement de l'intérêt public, de l'intérêt général, du point de vue climatique, mais du point de vue juridique? Est-ce que ça fonctionnerait et est-ce que ce serait possible de prévoir, en termes de conditionnalité, qu'on puisse revenir sur des aides 10 ans en arrière, par exemple? Alors, je crois qu'on avait contourné le problème en disant qu'il y aurait une sanction du montant de l'aide touchée, ce qui n'était pas exactement un remboursement du montant, juridiquement parlant, et une pénalité supplémentaire en pourcentage de chiffre d'affaires. Mais du coup, on s'était posé la question juridiquement et on avait dit on ne rentre pas dedans, et faire une sanction équivalente au montant touché, c'est une manière un peu détournée de dire remboursement sans que juridiquement ça soit un remboursement. Ça nous évitait des nœuds juridiques dans la tête quand on n'avait pas vraiment le temps, on faisait des amendements. Et depuis, vous avez retravaillé là-dessus ou pas? C'est resté en suspens, vous n'avez pas regardé La dernière fois qu'on a retravaillé là-dessus, c'était au moment de la loi climat. On n'a pas, à ma connaissance, retravaillé là-dessus sur le dernier PLF parce qu'on estimait que c'était plus pertinent. Je sais que certains groupes ont quand même déposé des amendements qu'on a suivis très loin, mais je serais incapable de dire quel dispositif ils avaient mis en place. En revanche, peu importe la nouvelle majorité, je pense que ce sera pertinent de poser la question dans les nouveaux PLF pour tester un peu l'appétit de la majorité, de contrôler un peu sa dépense publique envers les entreprises, et derrière d'avoir plutôt une loi ad hoc où on aborde la question de la transparence et du contrôle. Ça a été un petit peu fait, je ne l'ai pas mentionné aussi, par l'ancien rapporteur du budget, Joël Giraud,
qui a fait plusieurs rapports d'application de la loi fiscale. Donc, c'est des rapports qui sont faits au printemps pour évaluer la loi fiscale, le PLF d'avant. Alors, lui, c'était plutôt sur des niches fiscales aux particuliers, mais il avait un vrai combat contre Bercy pour obtenir des données d'évaluation. Et c'est-à-dire que même au sein de la majorité, lui, il était plutôt de ceux qui râlaient sur la capacité de Bercy à fournir des données. Non pas que ça soit un problème pour Bercy, Bercy avait les données, mais il ne souhaitait pas les partager. Donc, avoir ce type d'exercice de manière beaucoup plus développée en marge des budgets, de transparence, d'évaluation, c'est une demande historique d'Oxfam. Et donc, adopter une loi ad hoc en dehors des budgets en disant il faut une plus grande évaluation des outils fiscaux, il faut une plus grande transparence sur les aides aux entreprises, qu'elles soient fiscales ou parafiscales, et derrière, essayer de mettre quelques conditionnalités sur certaines grosses aides. Oui, après, la difficulté, c'est qu'effectivement, on a un paysage des aides hors crise qui est tellement fracturé. C'est-à-dire que pendant la crise, c'était entre guillemets assez facile. On avait les PGE, on avait le chômage partiel et on avait le plan de relance. Donc, c'était assez identifiable. Aujourd'hui, on a le CIR, on n'a plus le CICE qui a été transformé en baisse des cotisations. Et derrière, on va avoir des dispositifs qui sont très, très fragmentés ou des appels d'offres. Mais c'est assez compliqué c'est pour ça que c'est très, très bien de se poser la question de quel type de conditionnalité. Je pense que une majorité parlementaire qui s'intéresserait à ça, le premier enjeu, ça serait déjà d'avoir transparence et contrôle, évaluation assez systématique comme outil préalable, et y compris comme outil d'information sur quel type de conditionnalité. Parce que c'est clair qu'on ne met pas les mêmes conditionnalités sur les différentes aides en fonction du but initial. Mais je pense que ça a déjà dû être dit et répété très largement dans le cadre de cette commission. Je crois que c'est une base aujourd'hui largement partagée par tous les membres de la commission qu'avant conditionnalité au revoyeur des dispositifs de soutien au secteur privé, les premières des batailles, c'est d'obtenir de la transparence, de l'évaluation et des données qui permettent effectivement, que ce soit le législateur, aux citoyens, aux ONG, d'avoir clairement des outils sur lesquels s'appuyer avant même enfin en tout cas qui permettraient de construire de vraies batailles pour obtenir de la conditionnalité ou de la renvoyeur des dispositifs de soutien au secteur public quand ceux-ci sont inefficaces, puisque c'est même le problème qu'on a observé dans la commission et qu'on observe avec les rares études disponibles, c'est quand bien même un dispositif de soutien au secteur privé est jugé inefficace par toute une série de rapports, ça n'aboutit strictement à rien, si ce n'est le maintien, voire l'extension et le prolongement du dispositif. Et ça, c'est une bataille philosophique, ça. C'est derrière, c'est de dire est-ce que en laissant le champ libre aux entreprises, elles vont forcément faire mieux ou pas. Mais même avec la transparence et l'évaluation, on a une bataille philosophique à mener derrière sur est-ce qu'il faut laisser le champ libre aux entreprises et le chèque en blanc, est-ce que ça va forcément être mieux ou pas. Mais bon, c'est notre rôle. Est-ce que sur le Danemark et les paradis fiscaux, est-ce que du côté d'Oxfam, vous auriez les éléments, parce qu'on se souvient, ça a y compris été utilisé dans le débat public pour interpeller le gouvernement français, mais après, pas nécessairement, et on n'a pas fait de recherche extrêmement précise là-dessus, mais est-ce que le dispositif qui a été mis en place par le Danemark était réellement plus pertinent et utile que ce qui a été fait en France? En gros, est-ce que même s'il n'y a pas de contre-exemple ou de très bon exemple ailleurs, dans d'autres pays européens ou à l'échelle de la planète à mettre en avant, est-ce qu'il y a quelques éléments qui viendraient du Danemark ou d'autres pays que vous pourriez rassembler et nous transmettre à la commission et qui seraient utiles à mentionner dans un livre blanc éventuellement? Alors, pas nécessairement une question pour maintenant, ça peut être des éléments à fournir. Je ferai les recherches. Ce que je peux te dire déjà, c'est que ce qu'il y avait de mieux, c'est qu'il n'y avait pas l'enjeu de substance. Et ça a vraiment été un problème parce que du coup, ça remet en cause limite la pertinence de la liste européenne des paradis fiscaux et de la liste française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a une liste, il y a des sanctions et la charge de la preuve est sur l'entreprise de dire bah non, regardez, là ça va. Et là, c'était rebasculer la charge de la preuve sur l'administration, alors même que l'administration en ex-ante n'avait pas du tout les capacités de dire là ça va pas. Après, de mémoire, bon, il y avait, de toute façon, quoi qu'il arrive, on a un problème de liste. C'est-à-dire que même la liste européenne, qui est censée être plus ambitieuse que la liste française, elle a été mise à jour aujourd'hui. On a encore fait un communiqué qui dit grosso modo la même chose du communiqué qu'on disait il y a 6 mois quand il y a eu la dernière mise à jour, qui disait grosso modo la même chose qu'il y a 1 an. C'est-à-dire, en fait, tant qu'on a des critères qui sont parcellaires pour identifier ce qu'est un paradis fiscal, on aura les principaux paradis fiscaux qui échappent au listing.
Donc, il y avait le problème de la liste au Danemark, et je ne sais pas si c'était juste pour la maison mère ou pour les filiales, ce qui est aussi un débat. Mais je rebouclerai avec mon collègue danois, et sur l'Autriche, je pense que les collègues d'Urac auront un peu les détails de ce qui s'est passé. Ça peut être des bons exemples. Après, très honnêtement, oui, de toute façon, c'était des dynamiques assez similaires dans beaucoup de pays européens. C'est-à-dire, on ouvre les vannes, on rédige des chèques et on verra après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, est-ce que toi, tu veux rajouter, du coup, je sais pas si c'est du vouvoiement ou du tutoiement, on peut lancer n'importe quoi. Est-ce que tu veux rajouter des éléments liés je sais pas, plus spécifiquement au plan de relance ou à France 2030 puisqu'on a beaucoup parlé en fait de la conditionnalité sur les aides d'urgence, les aides sectorielles, donc du coup dans le premier volet des dispositifs d'aide des entreprises liés à la pandémie. Est-ce que tu as des éléments que tu pourrais préciser liés aux nouvelles fournées ou en lien avec le plan européen sur les questions climat et environnement? Peut-être juste un point sur les impôts de production, parce que ça semble être la nouvelle passion du patronat. Donc, c'est intéressant de voir l'émergence de ce terme impôt de production qui n'existait pas encore il y a 5-6 ans. Donc, il y a un vrai coup marketing qui a été fait par le patronat autour de ça, qui regroupe des impôts extrêmement différents. Et surtout, donc, ce qu'on dit et on répète ad nauseam, c'est que effectivement, oui, la France a des impôts de production plus élevés que la moyenne européenne, mais la France a aussi des subventions à la production qui sont 2 fois plus élevées que la moyenne européenne. Et le problème, c'est que notre argumentaire s'arrête là parce qu'on n'est pas capable d'identifier précisément ce que regroupe ces subventions. Or, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu en tant que législateur public de dire très bien, on a beaucoup de subventions, on a beaucoup d'impôts à la production. On peut avoir 2 visions différentes, soit on baisse les impôts à la production, soit on réoriente les subventions pour effectivement, et c'est le schéma qu'on soutient avec l'éco-conditionnalité, de dire comment on place nos entreprises sur des segments de marché où elles vont être leaders dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, sur des segments de marché bas carbone, avec des parts de marché où elles sont en avance en fait sur les autres. Et le problème aujourd'hui, c'est que du coup, on va plutôt faire la baisse aveugle des impôts de production qui va donner les mêmes gains, que ce soit à Total ou la petite PME qui fait bien les choses pour faire sa transition bas carbone. Et d'ailleurs, ça va peut-être plus donner d'argent à Total parce que c'est les grosses entreprises qui en profitent plus que les petites, et c'est plutôt les secteurs finance que les secteurs industrie d'ailleurs qui en profitent plus. Donc, véritable enjeu de suivi autour des impôts à la production et de l'articulation impôts à la production, subvention à la production à venir. Merci bien, Quentin. Élise, Aurélien, Olivier. Du coup, on peut te remercier, pas te retenir plus. Et puis pareil, on a pris du retard, mais dès qu'on aura un document, on reviendra vers celles et ceux qu'on a auditionnés, éventuellement, pour qu'ils puissent réagir sur le contenu du document avant publication, même si nos délais se sont considérablement restreints. Merci bien, Quentin. Merci, bonne journée, ciao. Salut, bon après-midi. Ok.